عليكم حلقة جديدة من برنامج فم au pluriel على قناة Maghreb TV. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonjour. Vous êtes toujours sur Maghreb TV pour l'émission Femmes au pluriel et je suis très heureuse de vous retrouver avec mes invités, même si le sujet est assez dur, est assez grave. Je reçois aujourd'hui dans le cadre de Femmes au pluriel Madame Samira et Madame Malika, toutes deux mamans de jeunes filles, de jeunes hommes qui un jour sont partis de la maison et ne sont plus rentrés. Donc ils sont partis dans un pays en conflit, un pays en guerre. On ne sait pas pourquoi, les mamans ne savent pas pourquoi. On va essayer de voir comment est-ce que ces mamans ont réagi. Elles viennent témoigner et dire voilà, quels sont les projets qui sont nés avec ce problème. Après ce problème, comment réagir, comment ne pas se sentir seul face à ce fléau, parce que maintenant il touche énormément de jeunes et beaucoup de parents sont inquiets parce qu'ils voient des choses, ils voient des enfants partir et plus revenir. Alors on va commencer tout de suite. Merci en tout cas de venir. C'est vraiment... on est dans le sujet d'actualité. Il se passe des choses, des attentats, des morts, et on parle de jeunes hommes qui pour la maman, elles ne comprennent pas les mamans. Pourquoi est-ce que cet enfant que j'ai élevé, que j'ai fait grandir, décide un jour de partir ou de tuer d'autres personnes, au nom de quoi? Tout ça, on va essayer de décortiquer ensemble, Samira et Malika. Samira, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, donc on va commencer. Vous êtes maman, vous avez des enfants et votre fille est partie un jour et voilà, racontez-nous un petit peu, faites-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ma fille Nora est partie le 20 mai 2013. Un matin, je suis montée dans sa chambre parce qu'en général, le dimanche, elle m'aide beaucoup. Et je suis montée, elle n'était plus là. Son lit était vide. Après, je vais lui téléphoner. Elle va me répondre. Elle va dire, maman, je suis partie à Vilvoorde, chez des gens qu'elle connaît, que je vais vous expliquer après. Après, je vais dire, oui, mais écoute, reste pas partie longtemps. Tu sais bien que j'ai besoin de toi et tout ça. Elle dit, ne t'inquiète pas, ils vont me raccompagner. Je dis, ça va, mais ne reste pas longtemps. Elle va dire, non, t'inquiète pas. Et puis, elle va m'envoyer par SMS. Elle va me dire, maman, j'ai plus d'unité, j'ai plus de SMS. Tu ne seras plus me joindre. Je dis, ça va, j'attends. Et puis, une fois le soir arrivé, j'ai mon fils qui était mineur à l'époque, qui fréquentait beaucoup Vilvoorde, est rentré. C'est un grand gaillard et tout ça, qui ne montre jamais ses sentiments. Et je vais le voir, il va venir devant moi, il va commencer à tourner en rond. Et il va se prendre la tête. Je vais lui dire, mais qu'est-ce que t'as? Il va dire, et j'entends qu'il murmure, qu'il me dit, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment te le dire, je ne sais pas comment dire. Je dis, mais me dire quoi? Moi, je pensais que c'était un ami ou quelque chose, qu'il avait un problème. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Est-ce que je peux t'aider? Il dit non, il dit, je ne peux pas, je ne sais pas comment t'aider. Et après, il va me dire, voilà, il y a un bruit qui court, que Nora est partie en Syrie. Mais moi, de la Syrie, franchement, quand ça ne vous touche pas, je ne sais pas, je ne savais même pas qu'il y avait ce conflit. J'entendais des petits trucs comme ça, mais ce n'était pas comme maintenant. Et je dis quoi? Je dis la Syrie, mais c'est quoi ça et tout? La première chose que je fais, je prends le GSM et je l'appelle. Et là, la tonalité n'était plus en Belgique. Là, j'ai su qu'elle n'était plus dans le territoire belge. Et là, à ce moment-là, j'ai su que ma vie, elle allait être bouleversée à tout jamais. Là, je dis, comme je dis souvent, la Samira on va dire le 19 mai, au 20 mai n'existe plus. Avant, c'était fini. Cette là, elle était morte. Je rentre dans un truc mais inimaginable, dans une souffrance imaginable. Je vais me dire, qui va m'aider? C'est quoi la Syrie? Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne comprenais plus rien. En état de choc. Vraiment en état de choc. Le lendemain, je cours aux affaires étrangères, demander de l'aide. La police, ils ne peuvent rien pour moi. L'État étranger ne peut rien pour moi. La police, la même chose. On me dit toujours, elle est majeure, elle est majeure, elle est majeure. Elle avait quel âge donc à ce moment-là? Elle venait d'avoir 18 ans. 18 ans. Elle venait d'avoir 18 ans. Je vais rentrer dans une souffrance immense parce que je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas. Et donc vous dites aux autorités, vous dites à la police qu'elle est partie en Syrie, que c'est possible qu'elle soit en Syrie? Oui, je le dis. Oui, je dis. Voilà, ma fille a disparu en Syrie. Mais apparemment,
pour eux, elle était déjà, comment expliquer ça? Je vais apprendre avec le temps. Parce qu'entre-temps, avant son départ, j'ai oublié de dire, elle avait connu un jeune homme. Un jeune homme qui voulait se marier ensemble. Mais moi, j'ai eu peur. Je me dis, ils sont encore trop jeunes, et ils n'ont pas de travail, pas d'avenir. Je voyais qu'il était trop sur elle. L'emprise. Oui, trop sur elle et tout ça. Un gentil garçon, hein, vraiment habillé à la mode, comme tous ces jeunes, comme ma fille et tout ça. Et puis je dis, Donc, vais dire... pas un barbu avec... Non, pas du tout, mais la mienne, entre-temps, avait déjà mis le voile, hein, entre-temps de ça. Parce que ma fille, elle avait déjà mis le voile, elle m'avait dit, voilà, maman, elle me disait souvent, il me manque quelque chose. Elle se sentait triste, elle disait toujours ce mot inutile. Elle me disait toujours, je me sens inutile. Je me sens inutile. Mais j'ai dit, mais non, tu vas voir, quand tu vas travailler, tu vas aller faire quelque chose que tu aimes et tout ça, réussir à l'école, tu vois. Elle dit non, elle dit, je me sens inutile. Après, elle va faire des recherches. Elle va s'intéresser à la religion, alhamdoulilah, et elle va dire, là, la vérité, elle va être apaisée. Je ne vais pas dire, oui, non, elle se sentait apaisée. Elle va venir me trouver, elle m'a dit, j'aimerais bien mettre mon voile. Je lui explique, je lui dis, écoute... Elle n'allait plus à l'école à ce moment-là? Elle allait toujours à l'école. Elle allait encore oui, à oui, toujours à l'école. Mais elle va me demander, je lui dis, écoute, tu sais bien, moi étant divorcée, je travaille, c'est déjà dur pour moi, déjà dans le travail sans voile, tu sais, la vie est déjà très dure. Imagine-toi voiler, tout ça, tu auras plein de portes qui vont se fermer. Et je vais lui dire, écoute, si d'ici la fin d'année, tu ne changes pas d'avis, on en reparlera, Inch'Allah. Et elle va attendre, et effectivement, quelques mois après, elle va le mettre. En tant que maman, je reviens, vous n'étiez pas fermée à cette nouvelle façon de vivre, de pratiquer, de mettre le voile? Non, pas du tout, parce que c'est dans notre religion. Tu vois, c'est dans notre religion, un jour ou l'autre, tu vois, elle le met. C'était sa décision, je les laisse décider. Donc vous respectiez ça? Oui, oui, je respectais. Et elle va tenir que cette phrase-là, et quelques temps après, elle va descendre avec le voile. Elle va dire, voilà, je suis décidée à le mettre. Puis je dis, bon, on va les prévenir l'école, parce que dans l'école, ils n'étaient pas pour le voile comme ça, intégral. On va aller à l'école, je vais expliquer au directeur. Le directeur, il va dire, oui, elle peut venir voiler, mais pas tout à fait comme ça. Il faut qu'elle le mette un peu comme ça. Il explique. Je regarde, Laura, ils ont accepté. À toi de faire un effort de le mettre comme ça. Elle dit, oui, oui, oui. Mais elle ne va pas se sentir bien. Elle va dire, oui, mais quand même, je ne me sens pas bien à l'école. Il me reproche de mettre le voile, il me reproche ça. Elle ne va plus se sentir bien. Elle va dire, tu vas voir, maman, je vais arrêter l'école, mais tu verras, je te promets qu'au mois de septembre, j'irai à Actéry, je vais faire une formation pour les enfants. Mais entre-temps, tout était déjà programmé. Elle savait déjà peut-être, qu'elle nous quittait, qu'elle allait partir. Donc il y avait déjà le projet. Ah oui, sans que je le sache. Oui, oui, oui. Sans que je le sache. Et puis avec ce garçon qu'elle va connaître, il voudra l'épouser. Mais moi, avec le temps, je vais voir comment il est, tout ça. Je ne vais pas vouloir. Je dis non, tu es trop jeune, laisse tomber, je ne veux plus que tu le vois. Et elle va me dire, à un moment donné, elle va me dire, de toute façon, je ne le vois plus. Donc ces fréquentations avaient changé aussi? Franchement, envers moi, elle n'avait pas changé. Et ces fréquentations, les personnes, les amis qu'elle voyait, est-ce qu'elle les voyait encore? Elle voyait encore ceux de l'école, des copines de l'école, elle les voyait. Mais en dehors, apparemment, elle voyait des autres gens. Voilà, mais jamais devant vous ne saviez nous. Pas. Non, je ne savais pas. Elle avait donc d'autres copines, oui, elle avait d'autres copines, comme on dit, une double vie. Elle avait une double vie. Ça, vous allez apprendre avec le temps. Quand je vais dire au garçon, je vais dire à ma fille, non, je ne veux pas que tu te maries, elle va me dire une phrase, elle va me dire, de toute façon, tu ne le verras plus, il n'est plus ici. Mais moi, j'étais loin à imaginer. Moi, je pensais qu'elle m'a dit, il n'est plus ici, qu'il est parti travailler pour un pays où j'étais naïf. La vérité, j'étais naïf. De toute façon, ça n'est pas venu à l'esprit que... Jamais ça m'est venu à l'esprit. Jamais. Franchement, parce qu'avec nous, elle était toujours la même. À part qu'il y avait des petits trucs que je ne voyais pas des signes, à part qu'elle mangeait moins. Mais elle avait toujours réponse à tout. Elle dit non, c'est pour pas que je grossis. Elle va toujours me donner des réponses. Toujours, elle va me donner une réponse. Il y a d'autres choses qui avaient changé dans son comportement? Elle regardait plus la TV. Elle était fort dans l'islam, très très fort. Mais j'ai jamais vu. Elle n'écoutait plus la musique? Non, plus de musique. Ouais. Mais tout ça, c'est... Elle écoutait des autres sortes d'anachis, des musiques, mais c'était comme moi, j'écoute aussi des trucs. Tu vois, c'était pas vraiment des trucs à l'appel et tout, des trucs comme ça. C'était normal. C'était toujours normal.
Et quand elle sortait, vous saviez où est-ce qu'elle allait? Elle fréquentait des Villevort. lieux. Donc Tout s'est passé à Villevort pour ma fille. Non, mais je peux pas dire les mosquées, tout ça. Là. Je vais pas inventer un truc qui n'existe pas. Elle m'a jamais dit les mosquées et tout. Moi, je savais qu'elle allait à Villevort, mais elle trouvait toujours... Elle disait qu'elle voulait apprendre l'islam, la religion, mais qu'elle voulait aller dans une école. Mais elle disait, comme tu m'as mis dans une école flamande, moi, je sais pas très bien en français. Il faut que j'aille dans un truc où c'est flamand. Alors, elle allait chez les Flamands. Elle me disait souvent, oui, je vais au sport à Villevort parce que c'est chez les Flamands. En fait, là, toujours, c'est ça qui m'a perdue, que j'ai pas vu. Je me dis, ouais, elle va à Villevort parce que c'est flamand, c'est une commune flamande. Mais tout s'est passé là. Voilà. Tout son truc s'est passé là. Merci, on continuera donc avec vous. Malika, votre fils est parti un jour et vous faites aussi partie donc, du comité de mamans qui ont perdu leur enfant un jour, perdu dans le sens où il n'est plus revenu à la maison. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour votre fils? Salam alaikum. Alaikum salam, Malika. Moi aussi, c'est la même chose qu'à peu près tous les parents. Du jour au lendemain, mon fils a disparu. Sans savoir pourquoi ni comment. Il avait quel âge? Il n'avait pas encore 20 ans. Il avait, bon, disons 20 ans. Moi, j'ai appris son départ par les fédéraux qui sont venus me dire où se trouvait votre fils. Pour moi, mon fils était chez un copain où il allait souvent, où ils allaient jouer à la PlayStation, où ils allaient se réunir. Il est parti un soir. Il m'a dit, je vais aller prier l'achat. Et de là, je ne l'ai plus revu. Il n'est plus revenu? Non. Et qu'est-ce que vous avez fait donc, le lendemain ou le soir même? Je n'ai rien fait parce que pour moi, ce n'était pas imaginable que mon fils parte ou qu'il aille quelque part. Peut-être chez son copain dormir un jour ou deux, ça lui arrivait. Mais partir définitivement pour un pays qu'il ne connaissait pas, ce n'était pas quelque chose qui aurait été imaginé. Pour moi, la Syrie, c'était un pays sans autre, quoi. Oui. Madame Samira a eu un coup de fil de sa fille qui lui disait je suis à Villevort. Donc il y a eu un échange. Est-ce que votre fils vous a appelé pour dire maman, je suis chez un copain ou Non, pas du tout. Je vous dis, j'ai appris ça par les fédéraux et par une maman aussi qui cherchait son fils, quoi. Mais sinon, je ne savais pas. La semaine? C'était, je pense, 2 jours après. Oui, 2 jours après. Donc les fédéraux, comme vous dites, sont venus à la maison et vous ont dit votre fils est en Syrie. Ils m'ont dit où est-ce qu'il est. J'ai dit je n'en sais rien. Moi je ne sais pas mon fils où est-ce qu'il est. Il est majeur, il fait ce qu'il veut. Je ne peux pas le retenir. Ils m'ont dit non, vous savez qu'il est en Syrie. Je dis c'est quoi la Syrie? C'est où la Syrie? Ils me disent oui, vous savez qu'il est parti en Syrie. Je dis moi j'en sais rien moi. Moi j'ai pas de nouvelles de mon fils. Je ne savais pas du tout où est-ce qu'il était. C'est quelques temps après, je crois peut-être une semaine après, qu'il m'a téléphoné en me disant où il était, quoi. Et il vous a dit, maman, je suis en Syrie. Oui, oui. Là, il m'a dit, je suis en Syrie. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as été là? Il m'a dit, je suis là pour aider nos frères et pouvoir faire quelque chose pour eux, me rendre utile pour eux. Donc, il y a un point commun avec Nora. C'est-à-dire que les jeunes se sentent inutiles. Et votre fils, il travaillait, il allait à l'école? Mon fils travaillait, il avait fini ses études, il travaillait. Et dans son comportement, maintenant que c'est passé, ça s'est passé quand justement, Malika? Maintenant, ça fait 2 ans et 3 mois, exactement. Et maintenant, quand vous y pensez, vous vous dites, tiens, oui, effectivement, là, il s'est comporté comme ça et pas comme ça. Il y a un changement qui s'effectuait en lui, mais c'est en peu de temps, parce que les parents ne s'en rendent pas compte. Moi, mon fils, en 3 mois de temps, il a changé complètement. C'était un garçon qui ne priait pas souvent, comme tout jeune, qui priait 1 jour et 2 jours, il ne prie pas. Et là, tout à coup, il s'est mis à prier, à aller à la mosquée, à ne plus écouter la musique. Lui qui était un musicien, c'était... Sur le moment même, je ne m'en suis pas rendu compte parce que pour moi, c'était une fierté que mon fils devienne un pur musulman, entre guillemets. Ouais, voilà. Oui. C'était normal de voir son fils aller à la mosquée, prier, chercher ce que la religion dit, qu'il lisait le Coran, qu'il était
attentif à tout ce que l'islam rapportait. Mais je ne savais pas que c'était de cette manière qu'il est maintenant, qu'il a été... parce que pour moi, mon fils, il m'a été volé. Il a été endoctriné par ces gens qui l'ont... pour moi, qu'ils ont pris la cassette et qu'ils ont mis une autre cassette. Parce que ce qu'ils lui ont mis en tête, ce n'est pas ce qu'il était lui-même. Il était une personne vraiment dynamique, vivante, qui aimait aider les gens, qui aimait la vie, qui aimait la musique, qui était un garçon normal, comme tous les jeunes. Mais là, ces gens-là, ils ont fait un bon boulot parce que... Donc ce sont ces fréquentations? Sûrement. Parce que, comme je dis, il allait jouer à la PlayStation. Et ces gens-là qui l'ont décriné, c'est des gens qui prennent des jeunes comme ça, qui se réunissent pour leur dire, voilà, vos parents sont des mécréants, ces gens-là sont des mécréants, l'islam n'est pas comme ça. Et à force de répéter et de voir qu'ils sont toujours présents avec eux, nos enfants y ont cru. Voilà. Comment ça se fait qu'ils y croient justement, Samira, Malika? Comment est-ce que un enfant peut croire et donner toute sa vie à d'autres personnes, des étrangers qu'ils ne connaissent que depuis 2 mois, 3 mois Moi, je dis parce que les enfants ne connaissent pas l'islam. Ils n'ont pas appris l'islam comme il devrait être. Et que quand ces gens-là, ils viennent avec des propos et des sourates, cette sourate dit ceci, cela, alors automatiquement, ces enfants croient parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont leur tête vide. L'islam, ils ne la connaissaient pas. Ils ne venaient pas vous dire, maman, tu ne m'as pas appris ça, ça c'est écrit dans le Coran, voilà comment est-ce que... De temps en temps, ça lui arrivait de dire voilà ce qui est écrit dans le Coran et qui me montrait, qui m'expliquait parce que mon mari aussi lui disait voilà quelles sont les sourates. Il lui expliquait parce que mon mari comprend mieux que moi le Coran. Et avec lui, il avait plus de dialogue par rapport à l'islam. Donc c'est pas des enfants qui n'ont pas de dialogue avec les parents. Non, pas du tout. Samira? Non, on avait des dialogues avec nos enfants, justement. C'est ça que tout le monde croit, qu'on n'a pas de dialogue, qu'on vient de milieux défavorisés, qui sont livrés à eux-mêmes. Non, c'était des enfants bien dans leur tête, qu'ils allaient à l'école. Moi, par exemple, la mienne, elle aimait comme Malika, elle aimait la musique, elle avait des amis, elle aimait les maquillages, les vêtements. C'était une fashion, comme on dit. Une fashion. Oui, tout à fait. Suivait la mode. La mode, c'était une fashion de la mode. Il fallait que tout soit la même chose. Elle aimait bien être avec son brochine. Non, c'était une jeune fille comme vous en voyez partout. J'ai dit, on leur a, je sais pas, on les a changé le cerveau du jour au lendemain. Parce que nous, comme je dis, Nora, j'ai mis 18 ans à l'éduquer, à élever. Et en quelques mois, regardez, en quelques mois, ils ont réussi à les faire partir, à se retrouver en Syrie. C'est qu'ils sont vraiment forts. Très, très fort. Vous avez trouvé une réponse à votre question? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ça? Moi, je pense qu'ils ont trouvé à un moment donné à ces jeunes une faille que nous, on n'a pas vue. Et je pense qu'ils ont joué sur cette faille-là. Moi, je pense que c'est ça, parce que c'est pas possible. C'est pas possible que tous ces jeunes, un jour, se lèvent, un bon matin, se disent on va aller en Syrie. J'aurais dit si ma fille serait partie avec une copine, 1 ou 2, qu'ils ont eu 3, que c'est que 3 qui sont partis dans un pays, tu vois, une petite majorité. Tu peux dire qu'ils se sont fait influencer. Mais là, ça touche le monde entier. On se réveille pas, hop, on va aller tous en Syrie. C'est qu'ils ont vu quelque chose, ces jeunes-là, et qu'ils ont joué sur ça. Parce que nous avons tous un point commun, c'est que ces jeunes... au départ, ils sont tous, par exemple la mienne, quand j'entends, on est plusieurs parents, ils sont tous partis de la même commune. Ils sont tous fréquentés la même commune à un moment donné. Ils sont tous de là. Moi, je viens de Schaerbeek. Pourtant, j'ai rien à voir de Vilvoorde. Et pourtant, c'est là qu'elle s'est fait repérer, on va dire, entretenir. C'est de là. Votre fils aussi, Malika? Moi, j'habitais Machelen. Ah, donc c'était encore plus loin. Donc, voilà. C'est pas une région bruxelloise? Non, mais c'est pas loin de Bruxelles. Mais nos enfants allaient souvent à Vilvoorde. C'est ça qui fait que
Là, vous dites aussi que ces gens-là qui ont endoctriné votre fils... Moi, je dis c'est une secte. Oui. C'est une secte. De secte. Ah oui, moi, je parle d'une secte. Oui, c'est une secte. C'est une secte. C'est une secte parce que c'est des gens qui sont bien organisés, qui ont su manipuler tous ces enfants. Parce qu'il n'y en a pas qu'un. S'il y en avait un ou une dizaine, d'accord, mais là, il y a plus d'une centaine. Hein. Et vous vous êtes rendu compte donc qu'il y avait d'autres parents dans notre cas, dans la même situation voilà, qu'est-ce qui a été créé aujourd'hui? Nous devions avoir avec nous Madame Saliha qui elle a perdu son fils en Syrie, donc qui est mort. On lui a appris donc par téléphone après 2 ans d'absence, votre fils est décédé et puis plus de nouvelles. Non, pas 2 ans d'absence, 3, 4. Son fils est parti avec mon fils. Voilà. Ah oui, donc, Ils sont partis ensemble et c'est par elle aussi que j'ai appris qu'il était parti. Ça fait, il est décédé quelques mois après son arrivée en Syrie. Il est décédé 3 mois après. 3 mois après son arrivée en Syrie. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez... vous êtes désemparé, vous êtes choqué, vous êtes livré à vous-même. Vous allez à la police, mais là, vous ne trouvez pas de réponse. Et on va à la police, on ne trouve pas de réponse, on va être maltraité. Parce que c'est pas que... Il faut imaginer, c'est pas que parce que on vous pointe du doigt. On nous pointe du doigt, on vient chez nous, on nous casse tout, on a les antiterroristes qui viennent chez nous, puisque pour eux, on est des parents de terroristes, alors que nos enfants ne sont pas terroristes. Il faut bien le dire, ce sont des victimes. Ce sont vraiment les vraies victimes, eux. Mais eux sont victimes et nous, on est victimes. Les frères et sœurs sont victimes parce qu'ils vont venir chez nous, ils vont démolir la maison, ils vont nous priver de tous nos moyens, c'est-à-dire le peu de choses qu'on a, l'ordinateur, le GSM, ils vont tout embarquer, ils vont tout prendre. Chaque fois, on va être montré de doigts par eux. Donc un autre traumatisme. Un grave traumatisme. Pour les parents, mais aussi pour les frères et sœurs des personnes qui sont parties. Oui. Eux, les gens qui ne vont pas comprendre, c'est là qu'on voit qui sont nos vrais amis, qui ne sont pas nos amis. On vous évite. On nous évite, on nous met dans des cases. Ou bien moi, je compare ça comme une maladie. C'est comme si on était contagieux, que si on nous fréquente, ça y est, ça va leur arriver. Alors que ce n'est pas du tout. Moi, une fois que j'ai... interpeller la TV et tout pour dire que ma fille avait disparu. C'était dans l'idée, je pensais encore à la justice, je pensais qu'ils allaient m'aider, j'étais encore naïve, mais ça a été tout à fait le contraire. Au début, ça va, ils ont écouté notre histoire, ils ont parlé de cette histoire, mais à la fin, ça devenait insupportable parce qu'ils vont la diaboliser. Ils vont inventer des choses sur elle qui sont inexistantes. Ils vont dire tout, et que je remercie... Maghreb TV, M. Tidjani, d'avoir accepté, qu'il m'a laissé parole, dire non, elle n'est pas comme ça. C'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Ma fille n'est pas terroriste. Non. C'est le seul qui m'a laissé m'exprimer vraiment et dire et montrer, dire voilà. En tout cas, je l'en remercie. C'est pas un service de police qui vous a aidé? Non, pas du tout. Non. On n'a jamais. Non, ils nous ont jamais aidé. La même chose. Donc là, vous n'avez pas trouvé de réponse? Non, parce que pour moi, l'État est complice à tout ça. L'État savait que nos enfants partaient. Il savait ça depuis 2007. Avant qu'ils partent? Oui, avant qu'ils partent. Oui. Parce que maintenant, avec le procès de Jean-Louis Denis et Abou Rayhan, on a découvert que toutes les conversations qui ont été enregistrées, tout ça, l'État était bien au courant de tout. Et je ne comprends pas pourquoi l'État n'a pas arrêté ce phénomène, parce que c'est un phénomène. On les a laissés partir. On les a laissés. Ils étaient au courant. Ils étaient au courant depuis, comme Mme Malika dit, 2007. Ils étaient au courant. On aurait pu éviter tout ça, tous ces jeunes. Parce qu'ils ne vont pas là-bas, ce n'est pas un pays vacances. On ne va pas là-bas en vacances. Là-bas, il faut imaginer que les jeunes meurent. Et nos jeunes... Parce que c'est des Belges, je regrette. C'est des Belges. Ils appartiennent à la Belgique. C'est des jeunes qui partent là-bas et qui meurent. Tous nos enfants, qu'est-ce qu'ils savent de la guerre ici en Belgique? C'est la PlayStation. C'est le seul truc qu'ils font. C'est jouer à la PlayStation. C'est la seule guerre qu'ils connaissent. C'est à la télé, ce qu'ils voient. Et comment est-ce qu'ils expliquent ça? Je suppose que vous leur posez la question, que vous leur dites, puisque vous saviez ça, pourquoi vous n'avez pas arrêté? À qui on l'a posé sur les attentats de Paris, les derniers événements à Paris. On découvre qu'on était au courant que des jeunes préparaient. Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire d'après vous? C'est toujours... Quand on pose la question, on dit oui, mais
Il se jette la balle. Ça suit son cours. Voilà. Comment dirais-je, l'enquête suit son cours. On ne peut pas arrêter l'enquête. Comme maintenant dans le procès de Jean-Louis Denis, on ne peut pas inculper une personne et qui est la tête de tout ça. Ça, je ne comprends pas non plus pourquoi Madame la procureure ne veut pas l'inculper, étant dit que c'est lui qui est la tête de tout. Le cerveau. Oui. Alors qu'ils ont tout, c'est ça que je comprends, ils ont tout. Toutes les preuves. Oui. Il faut venir au procès et vous allez entendre. Des fois, je me dis, c'est du théâtre. Donc, vous pensez que la société civile connaît votre problème, votre souffrance? Non. Non, parce que les gens nous jugent. Nous jugent en tant que parents de terroristes, tandis que nos enfants n'étaient pas terroristes. S'ils le sont devenus maintenant, c'est par rapport à cette secte, ces gens qui les ont endocrinés, qui les ont transformés. Parce que nos enfants, c'était des simples citoyens, simples jeunes, qui voulaient vivre une vie simple. Mais là, ces gens-là ont su les manipuler. Samira, donc vous non plus, vous avez trouvé qu'il y avait d'autres parents et que les gens vous jugent en tant que mère, ne comprennent pas votre souffrance, non, ne se mettent pas à votre place? Non, parce qu'au début, quand ma fille était partie et que j'allais très mal et tout ça dans le quartier, tout ça, quand je disais... parce que tout le monde connaissait Nora, et qu'il disait oui, mais non, pleure pas, Allah yarbi, tu vois, Allah est avec toi, il est grand. Et tous ces mêmes gens qui disaient pleure pas, maintenant ils retournent leur veste, ils disent quoi? Ils disent oh, mais non, c'est pas bien ce qu'elle a fait, on n'est plus d'accord. Et encore quelques temps, vous disiez oh, vous étiez de joie presque, et maintenant vous voulez me dire le contraire. Non, les gens. Ils ne comprennent pas. Personne ne peut comprendre ce qu'on ressent. La plupart des gens disent que c'est nous qui les avons envoyés. Oui, on a déjà Tandis eu que nous, on n'était même pas conscients de ce qui se passait. Oui, on a déjà eu des premières personnes qu'on met en faute, ce sont les parents. Les parents, on dit c'est l'éducation. On a déjà eu, on a manifesté pour dénoncer ça. En ville, plusieurs fois, on a été manifesté en ville pour dénoncer. Dire faites attention, interpeller des jeunes, dire faites attention. Et on leur explique et tout. On leur dit que, par exemple, son fils, ma fille ou les autres parents, comment ils étaient comme vous, la même chose en ville, promener, regarde, ils se sont retrouvés en Syrie. Il y a des gens qui passent, qui nous disent, on pensait que c'est vous qui les avez envoyés. Mais ils sont malades. Ils sont malades, ces gens. Alors, vous avez vu, en tout cas, constaté que d'autres parents, vous n'étiez pas seuls. Il y a d'autres parents, d'autres mamans, surtout. C'est beaucoup les mamans qui se... Les papas sont derrière, malgré. Les mamans, elles sont à l'avant, mais les papas sont derrière. N'osent pas trop s'impliquer, mais ils sont quand même là. Voilà. Et vous vous êtes impliqués, donc vous vous êtes rencontrés, vous avez créé un comité de mamans. Qui peut me parler de ce comité Moi, je peux dire un peu, moi, je veux dire ce comité de parents avec Saliha et Malika. On va dans les écoles, allez, on va monter ce projet-là, mais on a déjà été. Donc, on va le mettre en place. Oui, c'est une ASBL. Qui s'appelle Save Belgium, donc Sauver la Belgique. Vous savez pourquoi est-ce vous avez... Je vais laisser Malika parler. C'est par rapport à tous nos enfants. C'est international. Et puis pouvoir aider les parents et puis les jeunes. Quand on va dans les écoles et qu'on parle avec eux, qu'ils prennent conscience du problème. Qu'est-ce qui se passe et qu'il ne faut pas laisser ça comme ça. Parce que l'État n'accepte pas qu'on va dans les écoles. On a demandé plusieurs fois pour aller, ils ne veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Voilà, ils ont peur. Ils ont peur. Et même, je veux dire pour les écoles, même les jeunes, quand tu leur parles de la Syrie, je ne sais pas quelle vision en fait ils ont quand ils parlent de la Syrie, mais quand nous on va les trouver, qu'on parle avec eux, tu vois le changement. Eux, c'est comme s'ils étaient étonnés que c'est comme ça en Syrie. Eux, je crois que dans leur tête, ils ne pensent pas qu'ils peuvent mourir ou qu'ils... Ils ne savent pas de toute façon. Voilà, ils ne savent pas, mais quand on leur parle et tout, ils sont quand même, tu vois dans leurs yeux, choqués. Après, tu vois, ils te posent des questions par rapport à ça et tout ça. Je dis, il faut les interpeller, ces jeunes-là. C'est ces jeunes-là. Nous, les nôtres, comme je dis, les nôtres, ils sont partis. J'aurais voulu, ne fût-ce qu'une femme venir me dire, oui, fais attention, voilà ce qu'elle encourt, Nora. Je n'ai pas eu cette chance-là. Mais moi, c'est ça mon combat, c'est ça que je dis. Je dis, si je sauve un enfant qui ne part pas, un seul, ben j'ai l'impression que c'est la mienne que je sauve. Parce que nous, on doit, moi, je ne sais pas pour Malika, moi, même si on me dit tu n'as rien à te reprocher, mais je vis avec cette culpabilité. Parce que, étant maman, on est censé les protéger.
On est censé voir leurs faiblesses. Donc tout ça, c'est vraiment une souffrance qui est vraiment niée, qui n'est pas connue, par les autres parents. Les autres parents que vous avez rencontrés, vous avez une énergie pour justement faire des projets de sensibilisation, hein, des événements. C'est ça l'objectif de Save Belgium, de sauver la Belgique? Oui. Donc, oui, Malika? Oui. C'est de pouvoir aider le plus possible de personnes, de jeunes surtout. Parce que là, il s'agit de jeunes. Essayer de les interpeller, de leur faire prendre conscience du danger qu'ils encourent, parce que nos enfants ne connaissaient pas le danger. Parce que je crois que s'ils connaissaient ce qu'il y avait, je ne pense pas qu'ils auraient lancé un pas vers ce chemin-là. On a des retours de jeunes qui sont partis qui disent que c'est l'enfer. Oui, bien sûr. Il y a des qui sont emprisonnés, qui ne peuvent plus revenir. Vous avez des échos? Vous avez ce genre de oui, bien sûr. Samira? Oui, on a des échos. Ils disent qu'ils ne savent plus revenir, qu'on leur prend leurs papiers. Et c'est pour les garçons, elle s'est mise à en parler, mais pour une fille, c'est encore plus dur, puisqu'elle ne peut pas, c'est ce qu'ils disent, eux, là-bas, elle ne peut pas sortir seule. Moi, ma fille, elle porte la burqa, parce qu'on ne peut pas avoir son visage. Elle n'est plus libre, imaginez. Alors qu'elle, elle disait toujours, je me rappelle tout le temps, elle disait toujours « Oh, vite que j'ai 18 ans, je serai majeure, je voudrais conduire. » Elle avait des projets. Ma fille, elle avait vraiment des projets. Et quand tu imagines maintenant, elle est privée de toute liberté. Hein, parce qu'elle peut elle a rejoint le monsieur c'est ce que je voulais. 4 jours après qu'elle est arrivée, parce qu'on est parti en Syrie, 4 jours après, je vais avoir un contact téléphonique. Elle va me dire, voilà, maman, je suis en Syrie. Et après, elle va me dire, maman, j'ai pas voulu te le dire. En fait, elle était mariée avec lui, musulman, déjà en Belgique, sans que je le sache. Elle s'était mariée avec lui, liée à lui. Et après, 2 semaines après son arrivée... En fait, comme je suis divorcée... Non, je suis divorcée. Je vais aussi apprendre. Moi, j'apprends tout une fois qu'elle n'est plus là. Hein. Je vais apprendre... Alors que moi, mes enfants, je les connais par cœur. Moi, mes enfants, je parle avec eux, je les connais. Et j'avais dit dans mon esprit, j'avais dit, comme j'avais refusé qu'elle se marie, comme elle était commencée à devenir... Je connais ma religion. Je me suis dit, oh là là, celle-là, comme elle ne voit pas son père a refait sa vie. Tu vois, il avait coupé le pont avec eux. Je me dis, oui, comme son père, il a coupé le pont... Il va dire oui à tout puisqu'il ne voit pas ses enfants. Je lui dis, celle-là, elle est quand même... je veux dire, je suis sûre qu'on ne sait jamais qu'elle va demander à son père. Je contacte son père, je vais lui dire, fais attention. Je lui dis, voilà, Nora, je raconte un peu. Oh, moi, mais non, c'est des conneries, nanani. Il va me dire, bon, et effectivement, elle va m'apprendre. Je lui dis, mais comment tu as fait? Puisque dans l'islam, tu ne peux pas te marier. Il te faut un tuteur, il faut quelqu'un, mon père ou ton frère. Il n'y a personne qui l'a fait. Puis elle va dire, je vais te dire la vérité, c'est papa. Il m'a dit oui. Alors je dis là... Après, quand je vais contacter son père, il va me dire « Oh, mais moi, je ne savais pas. Non, laisse-moi en dehors de cette affaire. Bon, d'accord, je te laisse en dehors de cette affaire. » Et puis, 2 semaines après, elle va me recontacter Foufgel. Elle va me téléphoner, elle va dire « Mais vraiment comme un robot. Et elle me téléphone, elle me dit « Maman, je dois te dire quelque chose, mais vraiment comme un robot. » Moi, je commence à chialer, je pleure, je dis « S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe ?» J'avais déjà imaginé le pire. Elle me dit « Voilà, il est mort, T est mort, parce que je ne cite pas son nom, parce que ses parents, on ne sait jamais qui... Elle me dit, il est mort en martyr. En martyr. Oui. C'est la phrase qu'on avait dit à Saleha, votre fils est mort en martyr. Oui, voilà, il est mort. Elle me dit, et moi, c'est comme si malgré tout ça, je dis, oh non, reviens. Non. Elle dit, maman, pleure pas. Mais elle était vraiment robot. À sa voix, c'était... Elle n'est plus elle-même. Voilà, t'es vraiment plus. Elle dit non, il ne faut pas pleurer. Il est parti de Djenna. Il faut être contente. Voilà, content, il est hadi. Et voilà, après, je ne vais plus avoir de nouvelles d'elle parce qu'ils vont la isoler. Elle va faire son deuil. Elle va faire son deuil 3 mois et... C'est 3 mois et quelques jours. 4 mois, voilà. 4 mois, voilà, et 10 jours. Elle va faire son deuil. Elle doit faire le deuil. Malika, la même chose. Votre fils, il vous donne des nouvelles Ça fait quelque temps, il n'a pas donné de nouvelles, mais il est toujours vivant, alhamdoulilah. J'espère qu'un jour il reviendra, c'est mon espoir. Alors ça, c'est une autre affaire, comme on dirait. Est-ce que ces enfants
peuvent revenir. Apparemment, on les retient là-bas, mais ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on les retient là-bas, mais ici aussi, c'est comme leur dire, restez là-bas. Parce qu'avec tout ce qu'on leur dit, vous pensez qu'ils aimeraient revenir en sachant que l'État dit ouais, si vous revenez, vous serez considéré en prison, terroriste, combien d'années. Moi, la mienne, par exemple, moi je parle pour la mienne. La mienne, elle a été liée avec T pour le procès de Anvers. Et vous pensez qu'en sachant qu'ils lui reprochent de faire partie d'un mouvement terroriste, de dire que d'aller en prison et une amende. Mais elle a fait quoi pour mériter tout ça? Ça, j'ai dit au juge. J'ai dit, mais elle a fait quoi? On ne leur donne pas la chance de revenir, vu qu'on dit très, très haut, vous irez en prison. Mais ce qu'ils oublient de dire aussi, parce que c'est tranchant, hein, se dire l'autre côté. Parce que tous ceux qui sont revenus n'ont pas fait la prison. Hein. Ceux qui sont revenus, moi je parle des jeunes qui sont revenus, qui ont été dans le procès. Ils sont en liberté, mais ça, ils le disent pas. Vous êtes en contact avec les parents de ces jeunes qui sont revenus? Non. Et même ces jeunes, non, c'est pas qu'ils préfèrent, même ces jeunes ne préfèrent pas, ils préfèrent tourner la page, on va dire. Mais c'est cas par cas. Voilà, cas par cas. Ça dépend de chaque personne, quelle est l'implication qu'il a eue là-bas et quelle est l'implication qu'il avait ici. Il y en a que leur dossier qui était déjà là les poursuit. Et il y en a par rapport à ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'écoutes téléphoniques qu'ils ont par rapport aux parents, par rapport à la famille du jeune. Et c'est pour ça que c'est cas par cas, ça dépend de la personne. Normalement, ils sont emprisonnés 5 ans, si pas plus. Alors maintenant, vous faites partie de ce comité, de cette association. Premier objectif, c'est de donc sensibiliser les jeunes. Comment vous le faites? Rappelez-nous un petit peu les différentes étapes. Vous allez dans les écoles et... Malika, elle va un peu porter notre parole, on va dire, avec Saliha, on va dire, dans le monde. Oui. Partout, parce que nous, au niveau international. Voilà, nous on ne veut pas rester qu'en Belgique. Nous, on veut que tous les parents du monde entier s'unissent, parce que ça touche dans le monde entier. Et c'est ça qu'on veut faire, une grande chaîne. Et Madame Malika et Saliha, ils vont porter nos paroles. Oui. On va dans des associations ou bien on est invité par certains comités pour pouvoir dire notre histoire et expliquer notre cas. Et essayer de trouver une solution par rapport à tous ces jeunes. D'autres choses que vous faites au sein de CF Belgium? Il y a la Mother School par rapport à ça. La Mother School, j'ai vu ça. Alors, c'est quoi ce projet? La Mother School, c'est un projet pour les mamans. Comment se comporter par rapport aux jeunes, aux enfants. Ça peut être de jeune âge jusqu'à la majorité, si ce n'est pas plus. C'est une autre façon, les mamans se sentent presque obligées d'aller à cette école de maman. On apprend à être maman, c'est ça? On apprend à être maman. On apprend tout le temps à être maman. Oui. Tout le temps. Mais c'est parce que quelque part, vous dites, on n'a pas été maman à un certain moment, c'est pour ça que mon fils ou ma fille est partie? Non, c'est pas ça. C'est parce que dans la vie, il y a tellement de choses à faire. Tu travailles, le stress et tout. Et... maintenant que ma fille est partie, je me dis j'aurais dû donner plus de mon temps peut-être aussi. Oui. Plus d'écoute. Et alors dans cette école, vous êtes déjà maman et vous étiez déjà maman depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris et que vous ne saviez pas? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a plein de mamans qui nous regardent. Il y a la manière de se comporter avec son enfant, parce que nous, en tant que musulmans, on a souvent tendance, oui, plus tard. Tandis qu'on ne voit pas la détresse de notre enfant. Et avec la Mother School, tu peux détecter certaines choses que ton enfant t'interpelle. L'enfant t'interpelle d'une manière, banale, mais finalement, peut-être qu'il est en grande... En danger que nous, on ne voit pas. Et la Mother School aide à ce que tu aies, je dirais, les yeux ouverts à ton enfant, à tout ce qui l'entoure. Être plus consciente de ce qui se passe, quoi. Autre chose, donc il y a aussi des conférences qui sont organisées. Autre chose que je ne
moi j'ai lu, hein, donc lutter contre la pensée aussi radicale. Comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce que ce comité pourrait remplacer les écoles, les professeurs, les... On ne remplace pas les écoles ni les professeurs. On est un petit plus pour aider que les enfants comprennent mieux la situation, en leur expliquant et leur montrant notre histoire. Voilà, notre enfant, comment il était et comment il est devenu. C'est pour que ces enfants réagissent d'une autre manière, qu'ils devraient être plus à l'écoute aux professeurs, aux parents, que l'extérieur, parce que c'est l'extérieur qui endoctrine. Hein. Voilà. C'est ça qui est... confiance au premier venu, quoi, qui lui parle de religion, dire « Ah oui, c'est ça ». Il faut qu'il pose des questions à plusieurs, qui posent des questions pour voir. On va... vous, Samira, vous avez pris votre plume et vous avez écrit un livre très touchant. Franchement, moi, j'ai lu quelques extraits. Qui s'appelle Le bonheur est parti avec toi. Donc peut-être quelques mots sur cette écriture. Comment est-ce que vous vous êtes... En fait, le jour où ma fille est partie, il fallait que je lui parle de ma souffrance. Je parle vraiment de ma souffrance, ce que j'ai ressenti, ce mal de vivre, cette absence, parce que je le vis mal, très mal, malgré, ça va faire presque 3 ans qu'elle est partie. Mais je n'arrive pas à prendre le dessus. Il fallait que je raconte cette souffrance, que aussi, que Inch'Allah, quand elle revient, qu'elle sache comment elle nous a manqué, comment son départ nous a touchés, comment... Et aussi, que vous l'aimez. Qu'on l'aime, qu'on l'aime, que sa place est là, et que c'est pas pour ça que quand j'avance dans la vie, que je suis heureuse. Le bonheur, comme je dis, tu vois, le bonheur il est parti. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie de beau, j'ai eu un enfant, je veux dire, peut-être qu'elle ne le connaîtra jamais, peut-être qu'elle le verra, un petit frère. Un petit frère. Mais c'est pas pour ça que je suis heureuse, non. Parce que tant qu'elle ne sera pas à mes côtés, je ne serai jamais plus heureuse. Plus jamais je serai heureuse. Et c'est aussi pour dire que les journalistes, comme ils l'avaient diabolisé, que c'était une bombe humaine, qu'elle allait faire ci, qu'elle allait faire ça, pour dire non, non, regardez qui elle était, comment elle était. C'est ça, Nora, elle est comme ça. Elle est que... Allez, on l'a endoctrinée. C'est pas elle. Oui, arrêtez de dire... Voilà, manipuler aussi. Et aussi, que je me dis aussi dans l'espoir, même si c'est un pays en guerre, qui sait, peut-être en lisant ça, elle aura un petit déclic. Parce que je dis toujours, l'amour des parents ne mourra jamais. Peut-être que cet amour la réveillera, qu'elle dirait oui, et qu'elle sache qu'on l'aime, qu'on l'attend, et que jamais j'arrêterai mon combat. Parce que pour moi, c'est en parlant de Nora, en me battant, en expliquant, et tout ça, elle est là. Tu vois, c'est comme si elle était avec moi et tout ça tout le temps. Tout le temps. Malika, quel message vous auriez envie de dire, vous? Je sais que maintenant vous êtes très actif dans l'association, en allant témoigner, en allant parler aux parents, aux jeunes, dans les associations, dans les écoles. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes les personnes qui nous regardent? Soyez attentif à votre enfant, plus à l'écoute, essayez de le comprendre et être là pour lui, surtout. Vigilante. Oui. C'est être toujours sur la défensive, parce que on ne voit pas ce qui se passe. Ou on ne veut pas, peut-être. Et s'il y a des inquiétudes, est-ce qu'on peut, si par exemple des parents voient des changements, voient leur enfant, peut-être reconnaissent un petit peu ce que vous venez de dire, ils peuvent vous contacter, je pense, à CF Belgium. Vous pouvez peut-être nous donner les coordonnées. Moi, j'ai le numéro de téléphone ici, donc c'est le 0471 51 27 45. Je répète, 0471 51 27 45 pour mieux vous connaître aussi, pour être solidaire aussi avec évidemment, vous. Évidemment. Vous en avez besoin, je suppose. Évidemment, on en a besoin. Mais je voulais aussi dire pour ces jeunes, vous avez demandé à Malika qu'est-ce qu'il faut être vigilant. Il faut aussi dire aux enfants, aux parents de faire attention à Internet aussi. Là aussi, c'est un piège pour Internet. Et aussi, ils vont aussi leur dire, oui, si vous faites ça, vous faites ci,
on emmène vos parents au paradis. Vous pouvez prendre vos parents au paradis et tout. C'est ça qui les pousse peut-être oui, ça aussi. Voilà, faire le pas. À faire le pas, ou peut-être aussi. Mais c'est ce que je dis. Je dis, moi, souvent, je préfère réussir mon examen moi-même. Hein. C'est comme un enfant qui est à l'école, qui essaie son examen et tout, et qui est fier de réussir. Moi, si je veux aller au paradis, Inch'Allah, je veux le faire moi-même. Je n'ai pas besoin que nos enfants partent là-bas pour nous, non. Ils ne doivent pas tout croire. Donc Internet, voir ses fréquentations, où est-ce qu'il va, et pas je suis chez un copain, je joue à la PlayStation. Voilà. Donc, surtout pas ça. Donc où est-ce qu'on peut trouver votre livre, Samira? Sur Internet. Sur Internet, on peut le trouver ou me contacter. Je réponds et on se donne rendez-vous. Et ce samedi, je serai ce samedi, je serai à la Bourse. Oui. C'était où l'endroit? C'est mis sur Facebook. Voilà, tout est mis sur Facebook. Voilà, je serai sur à Facebook, Bourse. sur quel sur ce site même. Sur le site le de bonheur Save, est parti, voilà. Belgium. Voilà, ils peuvent nous trouver. On sera là le samedi pour le livre. Donc pour faire connaître ce livre. Et c'est vraiment un témoignage et puis un message à votre fille, mais aussi à tous les jeunes, hein, au nom de toutes les mamans. Voilà, on a quelques minutes pour avoir le mot de la fin, Samira. Vraiment, ça, c'est vous vous adressez à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Femmes au pluriel. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je voudrais leur dire que aux parents et aux enfants, faites attention à vous, faites bien attention, parce que c'est arrivé à nous, demain ça peut leur arriver. Et surtout, toute action qu'on mène, tout ce qu'on fait, c'est pour ces jeunes-là. Mais que surtout, qu'ils ne nous jugent pas. Qu'ils ne nous jugent pas, dire qu'on fait du chou, des trucs comme ça, non. Ne nous jugez pas. Et on ne juge pas les enfants non plus. Ne jugez pas les enfants, car vous ne savez pas ce que nous, on vit au quotidien. Chaque seconde de notre vie, c'est très, 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 très lourd à porter, cette peine-là. On vit avec comment on appelle cette épée sur notre tête, qu'à tout moment, on peut dire qu'on a perdu notre enfant. Malika? Moi, ce que je voudrais dire, que je compatis beaucoup avec ce qui se passe maintenant en France et qu'on n'est pas solidaire avec ce qui se passe, mais non, pas du tout. Qu'on compatit avec toutes les victimes et les familles des victimes et que nos enfants n'ont pas été élevés dans ce but-là. Que nos enfants sont aussi victimes que ces gens-là. Et je compatis énormément avec eux. Oui, on compatit tous. Merci. Malika, merci Samira. L'émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission très prochainement. D'ici là, soyez heureux et heureuses.